l'architecture pour moi est une émanation, c'est une découverte. Dans ma tête, il y a toujours une intuition, un dessin. Cette capacité de donner des voix différentes et diversifiées dans notre bâti et dans nos villes est indispensable en fait à notre survie en tant qu'humains. Quand je reçois des distinctions, c'est la première chose que je ressens, c'est la responsabilité. Lorsque l'on arrive dans l'agence de Lina Rothmé, au cœur du 11e arrondissement de Paris, on pénètre dans une étrange matériothèque où cohabitent briques, terre, enduits et maquettes, et où Lina nous désigne des pierres ocre posées négligemment les unes sur les autres qu'elle appelle des ruines. Passé l'atelier foisonnant de l'entrée, c'est une toute autre ambiance qui nous saisit, baignée du calme et de la concentration de tous ces architectes venus du monde entier et collés à leurs écrans. Un escalier en colimaçon, et nous voici dans une salle de réunion, perchoir intime, où Lina Rothmé nous sourit timidement. Elle qui convoque les souvenirs pour construire saura nous transporter sans mal, de son enfance au Liban jusqu'aux distinctions qu'elle a reçues dernièrement et qui font peser sur elle de nouvelles responsabilités. Les propos de Lina Rothmé sont limpides, francs et ciselés. Son architecture est une évidence, un travail de sculpture qui surgit intelligemment hors du sol. Il est important pour nous de donner à entendre le portrait de cette architecte si singulière. Lina Rothmé, c'est à vous. Ma mère est architecte, elle a fait les études d'architecture, je l'ai vue passer son diplôme quand j'étais toute petite et elle n'a jamais pratiqué. Peut-être que aussi quelque part je continue quelque chose qu'elle avait commencé. Donc ouais. Je passais beaucoup de temps à dessiner, à représenter ce que je voyais, mais aussi à représenter des choses abstraites. Donc c'est une façon de s'approprier le monde autour de soi, mais aussi de rêver. L'archéologie. Bonne question. L'archéologie, elle remonte un peu à mon enfance, parce que j'ai grandi à Beyrouth. Et ce que je raconte toujours, c'est ce rapport à la terre en fait que j'ai vu en grandissant à Beyrouth. Il y avait cette ville qui est complètement ouverte, son cœur ouvert, qui a vécu la guerre et qui, à chaque reconstruction, on découvrait non seulement ce qui est détruit, mais aussi ce qui est en dessous de ce qui est détruit, donc l'histoire de la ville. Ça montrait aussi ce qu'une ville peut vivre en termes de son histoire et comment l'urbanisme ou l'urbanisation d'un lieu se transforme à travers le temps. Quand on regarde Beyrouth actuellement, c'est un patchwork de différentes tentatives urbaines qui ne sont jamais consolidées ensemble. Donc c'est des visions urbaines, par exemple Michel Ecochard avait à un moment donné développé un plan qui a été implémenté partiellement dans la ville de Beyrouth. Après, c'est aussi la réflexion dans un espace physique de différentes communautés, de leur vécu, cette traduction de ces façons de vivre dans l'espace physique. La politique joue un rôle très important, les intérêts politiques individuels, parce qu'il n'y a pas de gouvernance publique en soi au Liban ou au Beyrouth. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients de ce qui se passe un peu dans ce pays et la crise qu'il vit. C'est que finalement, la ville aussi s'est construite par un tiraillement d'intérêts privés, politiques, qui viennent se traduire par une autoroute qui traverse un endroit où elle ne doit pas traverser, etc. Donc c'est ces superpositions en fait, qui sont assez intéressantes parce que ça rend visible parfois des dynamiques, des politiques de fabrication de notre espace urbain ou mondial même. Et ça rend visible en fait ces dynamiques-là dans une géographie et dans une ville qui est de géographie assez restreinte. Donc ça fait apprendre beaucoup de choses.
La ville de Beyrouth a vécu des séismes à travers son histoire qui a fait qu'elle a été détruite aussi. C'est une zone sismique assez forte. Donc il y a une stratification verticale et une stratification ou bien juxtaposition horizontale, dans le sens où c'est une juxtaposition de situations urbaines très différentes et de façons de construire une ville qui se jouxtent l'une à côté de l'autre et qui vivent une contemporanéité parallèle. Je vois pas les projets que je fais comme des objets, c'est justement l'inverse en fait. C'est la notion d'architecture objet est une notion que je questionne beaucoup dans le travail que je fais, justement dans le rapport que j'essaye de créer entre l'architecture et l'archéologie. Dans le sens où l'architecture pour moi est une émanation, c'est une découverte, c'est une émergence et une appartenance à la terre dans laquelle elle croît en fait, plutôt qu'un objet architectural qui vient refléter son architecte. J'aime bien quand l'architecture que je conçois modestement me dépasse complètement et qu'elle me détruise en tant qu'architecte presque, dans le sens où elle vit sa propre vie, elle embrasse son site. Stone Garden, c'est un bâtiment qui est capable de disparaître aussi, où les gens parfois ne le remarquent même pas en fait dans le paysage urbain et se posent la question des fois, ils m'ont posé la question, est-ce que c'est un bâtiment existant ou c'est un bâtiment nouveau? Est-ce que c'est un bâtiment qui a été rénové ou pas, dans le sens en fait, dans le ressenti, dans les non-architectes. Donc on a ce ressenti d'un bâtiment qui a une existence en fait, presque une mémoire, il se décide une mémoire de la ville et raconte ça. En fait, une architecture devient une personnalité en soi, c'est-à-dire que c'est pour ça que je disais que j'aime bien quand l'architecte disparaît, c'est que lorsque un bâtiment est capable de raconter son histoire seul, c'est là où je trouve que le bâtiment vit en fait. Il vit, devient une âme dans la ville, dialogue avec son entourage et est capable de raconter son ADN, mais aussi peut-être autre chose aussi. Donc je pense pas qu'il faut tout le temps créer ou bien être là pour expliquer. Et on peut être parfois surpris comment le bâtiment peut dire complètement ce qui a été derrière sa conception. Il n'y a même pas besoin que je vienne expliquer pourquoi il existe voilà, dans la façon avec laquelle il existe. Il y a beaucoup de matériaux ici, parfois de finition ou d'utilisation là, mais en fait l'emplacement c'est parce qu'on a l'espace ici, mais c'est vrai que c'est là où on expérimente et à chaque fois il y a la matière très importante. En fait, je peux pas avancer un projet sans avoir la matière. Donc l'espace d'entrée, c'est un espace où on communique ensemble autour des projets. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un projet, on accroche les images du projet ou bien les plans, les dessins sur les murs à l'entrée, mais aussi dans la conception, il y a toujours ce mur archéologique aussi qui évolue à l'entrée, avec des références, avec des dessins, des concepts, etc. Et à côté de ça, il y a toujours une évolution parallèle qui est celle de la matière et de la maquette physique. Et tout se retrouve un peu dans ce lieu-là, qui est notre lieu de travail en fait, et de rencontre plutôt, de discussion ensemble, et un travail qui se fait de l'autre côté avec les ordinateurs, etc. Et ces matières-là deviennent importantes parce que ça devient une continuité de réflexion d'un projet à l'autre, et leur présence est une présence qui un peu me rapporte en fait à la réalité, à l'aspiration, et constamment dans le rêve, mais aussi dans le physique et dans la puissance de la matière qui parle par elle-même aussi.
En fait, je ne pourrais pas faire l'architecture s'il n'y avait pas cet espace de matière où il y a plein de, voilà, de choses à toucher, réfléchir. À chaque fois, je repasse, je regarde. Ça inspire permanemment, en fait. Ça ouvre l'imaginaire permanemment. Je dessine, je commence toujours, c'est-à-dire dans ma tête, il y a toujours une intuition, un dessin. Et ça, c'est lié voilà, à notre métier, à notre sensibilité. Il y a toujours, en fait, pour chaque projet, tout de suite une vision spatiale en fait, qui se forge, mais qui ne devient pas dessin tout de suite. J'essaye toujours de transformer cette intuition, cette idée en une narration, un concept, cet indice-là qui devient nourri par beaucoup de recherches. Et vraiment, le début d'un projet, c'est une question pour moi et pour l'équipe. Et c'est un questionnement qu'est-ce qu'un musée, pourquoi construire un musée en Finlande, ou c'est quoi pourquoi un logement, pourquoi construire en bois. Oui, oui, oui. En fait, j'aime bien ce rapport scientifique dans le sens où il y a un processus de cause à effet, d'accumulation plutôt précise en fait. C'est cette précision en fait que on cherche dans le processus de conception. C'est-à-dire c'est quelque chose en fait sur lequel je me bats en fait dans le process du projet en interne à l'agence. C'est vraiment quand on avance un projet, c'est cette précision en fait. Pourquoi passer d'un acte à l'autre et c'est quoi en fait? C'est pas forcément une obsession scientifique, mais c'est plutôt cette obsession de la précision en fait de raison et de chaque élément. Et ça peut tout à fait être du domaine du sensible, parce que je crois aussi qu'on ne sommes pas seulement des êtres raisonnés, nous sommes des êtres sensibles, émotifs, et voilà, qu'on cherche ça aussi dans nos environnements. Et je pense que l'architecture est aussi tombée parfois dans le travers de vouloir être tout le temps trop raisonnée en fait, de voir tout où l'ornement devient un crime en fait. Donc c'est aussi comment en fait solliciter ce domaine du sensible, et de quelle manière il s'ouvre en fait. Quel est le rôle de la matière dans tout ça? Le dessin, il a sa propre matière, c'est-à-dire que c'est une expression aussi inconsciente de soi et d'un imaginaire qui devient, qui gagne sa propre vie. Et on regarde ces dessins derrière moi, c'est l'accumulation de plusieurs coquilles que j'aurais fait pour des projets, et chacun devient une évocation en soi, indépendamment des projets. On regarde une toiture tout en haut ici, et c'est une part d'un bâtiment, c'est pas tout le bâtiment, et cette toiture elle-même peut devenir elle-même une maison indépendante de l'ensemble. Donc c'est toujours en fait c'est aussi des fragments, des ressentis, des évocations qui font partie aussi de ce monde de l'imaginaire et du rêve, et qui ouvrent l'imaginaire. C'est un rapport très fort à la mémoire, bien sûr. C'est aussi c'est des dessins de souvenirs. En fait, ils incorporent de la mémoire, ils incorporent nos souvenirs, et nous incorporent soi-même en tant qu'enfant, en fait, à l'âge adulte, et expriment l'enfant en nous. Et j'aime beaucoup cette notion de l'enfant en fait dans l'humain, et de conserver cette notion de plaisir et de jeu en fait voilà, quand on vit notre vie d'adulte, on nie l'enfant. L'enfant devient tabou, alors que on continue à jouer, et en fait ce qui est marrant, c'est qu'on joue avec les jeux qu'on a appris, avec lesquels on a joué quand on est enfant.
il y a eu beaucoup d'architectes et voilà, des gens de partout qui viennent, qui candidatent à l'agence, peut-être parce on parle différentes langues, parce que peut-être que aussi dans mon origine, je croise un peu différentes cultures, donc ça fait qu'il y a plus de candidats internationaux qui postulent à l'agence. Après, c'est une évidence pour le métier d'architecte, parce que c'est essentiel, je trouve, pour nous d'avoir des gens de différentes cultures, d'enrichir notre vision de l'espace par ce pluriculturalisme et d'avoir à dessiner des espaces plus inclusifs. Et je pense que cette capacité de donner des voix différentes et diversifiées dans notre bâti et dans nos villes est indispensable en fait à notre survie en tant qu'humains. C'est juste tellement, c'est un peu comme la hégémonie de l'intelligence artificielle. Lorsque une façon de faire devient hégémonique, c'est tellement ennuyant et c'est tellement ça fait régresser notre humanité, ça ne nous fait pas avancer. Après, c'est aussi explorer un domaine du sensible, un domaine, le rapport peut-être à l'environnement d'une autre façon, se poser la question d'une autre façon de construire nos villes, que peut-être que je pourrais penser autrement qu'un homme architecte. C'est donner une autre spécificité. Au-delà de ça, je ne me pose pas la question du fait que je sois une femme architecte qui travaille, qui exerce mon métier. On ne peut pas nier qu'il n'y a pas une égalité, les statistiques le disent, hein, c'est pas tabou, c'est pas caché. Il n'y a pas suffisamment de femmes dans notre profession. Il faut que ça change. Je constitue un exemple et j'espère que ça va peut-être motiver encore plus pour qu'on soit plus nombreuses dans ce métier, mais aussi donner plus de responsabilités aux hommes, donner vraiment à être dans la quête de cette égalité. Non seulement une égalité entre femmes et hommes, mais une ouverture vers beaucoup plus de diversité, parce que je pense que c'est essentiel. On le voit aujourd'hui dans les conséquences qu'on vit de la façon dont on a construit et habité nos espaces et habité nos villes. C'est évident. Quand je reçois des distinctions, c'est la première chose que je ressens, c'est la responsabilité. C'est vraiment déjà d'être choisie, parce que certaines distinctions, c'est des distinctions où j'étais même pas au courant que je sois nominée ou que j'aie ce prix. Donc c'est déjà, ça me dit qu'on est visible, que finalement, voilà, le travail qui est fait est vu et évalué et apprécié ou critiqué. Donc du coup, il y a cette responsabilité qu'on ressent en tant qu'architecte dans le milieu. Et puis, c'est une responsabilité grandissante, parce que je sens que, en tant que professionnelle aussi, j'ai cet engagement de continuer dans une qualité de travail et de m'engager et de me battre aussi pour cette qualité. C'est le temps lent en fait qui, je trouve, important à défendre en architecture et pour lequel on se bat en tant qu'architecte, c'est de trouver le temps, mais aussi de donner le temps à l'architecture, le temps à la pensée, le temps à la construction, à la matière et à l'échange. Et on est dans une quête permanente à la compression du temps et à cette valorisation de cette compression en monétariser en fait le temps. Et du coup, c'est complexe. C'est comme défendre le slow food, en fait. C'est le slow architecture. C'est vraiment l'architecture lente, en fait, l'architecture réfléchie, l'architecture qui pose la question: est-ce qu'on a besoin de détruire là où on va construire, comment
C'est le juste temps. C'est parfois quand c'est trop long, ça disparaît aussi, ça se fait plus. Là, on revient aussi aux outils de représentation. C'est la résurgence de l'image en architecture, et l'image qui doit être exactement, où le bâtiment doit être exactement fidèle à l'image qui a été représentée, et que je trouve déjà quelque chose de très frappant, parce que le bâtiment dans sa matérialité, dans sa réalité et dans son temps, ne peut pas être une image en soi. Et puis il y a une tridimensionnalité de ce qu'on fait émerger qui ne peut pas être juste cette image figée en fait qui est dessinée à... Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Si ça vous a plu, suivez-nous sur les réseaux sociaux d'Abvent, Facebook, LinkedIn, Twitter, pour découvrir les podcasts à venir.